Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous voir aujourd'hui parce qu'on va parler hardware, on va parler ordinateur. C'est vrai qu'a priori c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est le sujet principal de mes vidéos. En tout cas c'est ma première passion, les vieux ordi. Mais bon, tout m'intéresse donc on fait des vidéos un peu sur tout. Et il y a longtemps que j'avais pas fait une vidéo spéciale ordinateur où on va regarder un truc en détail. Donc aujourd'hui on va parler du Canon X07, ce petit ordinateur tout mignon japonais sorti en 83. Enfin, il a une durée de vie jusqu'aux années 85 on va dire. J'adore ce truc et ça fait longtemps que je voulais en faire une vidéo. Je vous en avais parlé la dernière fois parce que j'avais annoncé que c'est sur cette machine qu'a lieu la Game Jam actuelle des Retro Programmers United for Obscure Systems. Donc c'est jusqu'à fin mars, vous pouvez nous rejoindre sur notre serveur Discord ou Facebook, je vous mets les liens dans la vidéo. Et on développe des jeux pour des machines qui n'ont pas eu la chance d'avoir beaucoup de jeux quand ils étaient petits. Comme le Canon X07 bien sûr, c'est son cas parce qu'il n'y a pratiquement aucun jeu commercial qui est sorti. C'était plutôt une machine de travail sérieux pour ceux qui voulaient avoir un ordinateur portable. Mais cette machine est fascinante et très intéressante de par déjà son format, son design et ses capacités d'extension. Enfin, il y a 10 000 trucs à voir, à parler. On va regarder ça en détail, bien sûr. On va regarder l'aspect cosmétique, on va regarder au niveau des fonctions, au niveau des connecteurs, qu'est-ce qu'ils offrent, au niveau des extensions. Vous voyez qu'il y en a gavé. Excusez-moi, gavé, c'est Sud-Ouest. Mais il y en a plein. On va essayer de tester tout ça. Alors, peut-être pas dans une seule vidéo, parce que il y a du taf. Je veux dire, alors, il y a le Canon X07. Déjà, ça va prendre du temps. Bon, ça c'est une extension mémoire 48K ou 64K. L'ordinateur était livré dans une boîte comme ça. Vous pouviez l'avoir aussi sous ce format-là avec l'imprimante 4 couleurs graphiques intégrée, qui est une table traçante, en fait, la même technologie ALPS qu'on a vu la dernière fois pour le Laser 50, c'était rigolo. Donc ça, pareil, on retestera cette imprimante-là. Il y a une imprimante thermique ici, qui est toute mignonne, qu'il faudra tester. Il y a l'extension X720, hyper rare. Et ça permet en fait de brancher le Canon X07 dessus et de sortir en prise Péritel sur une télé. Vous avez presque un nouvel ordi avec cette extension qui coûtait aussi cher que l'ordinateur lui-même. Bon, le magnétophone, ça c'est du délire, ça c'est le futur, ça m'a fait rêver. Et grâce à un gentil donateur, la dernière fois qui a vu ma vidéo, qui a eu pitié, il me l'a envoyé. Donc c'est des coupleurs optiques pour communiquer entre deux Canon X07, ou si on utilise aussi l'interface RS232, on peut communiquer avec le PC comme ça via infrarouge sans fil vers le PC. C'est juste incroyable. Vous voyez qu'il y a 10 000 trucs à tester et que je pense pas qu'on fera ça en une seule vidéo. Alors avant de commencer, je vais juste passer une petite annonce. En fait, je cherche des gens capables de réparer des vieux ordinateurs ou des vieilles machines. Alors personnellement, j'en suis capable jusqu'à un certain niveau, les choses simples. Au niveau de l'assaut, on a beaucoup de matériel, on essaie de réparer des choses, etc. Mais vous voyez que pour les vidéos, les vidéos me prennent beaucoup de temps à écrire, à préparer, etc. Et j'ai pas forcément le temps non plus de réparer en plus les machines que je voudrais montrer. Et puis il y en a plein. Donc, pour différentes raisons, on cherche des gens qui sont capables de réparer les machines, les vieux ordinateurs. Si vous regardez la vidéo et vous avez une formation électronicien, vous êtes capable de réparer tout ça et ça vous intéresse, ça vous donne aussi la possibilité de toucher à tout ce stock qu'on a de vieux appareils électroniques, eh bien contactez-moi, ce sera avec plaisir. Évidemment, on paye déjà tous les composants, etc. qu'il faudra pour les réparer, et on peut payer aussi la réparation, évidemment, on peut s'arranger pour ça. Voilà, ça serait très utile si la communauté pouvait servir aussi à ça. Merci de nous contacter sur ce sujet. Normalement, j'ai préparé aussi un t-shirt spécial Canon X07. Alors, je l'ai pas encore reçu, donc je peux pas le porter dans cette vidéo. Sorry, but il devrait apparaître là sur la vidéo. Donc, c'est un moyen de me soutenir aussi. Si vous le trouvez sympa, vous pouvez le commander. Si vous voulez avoir des contenus exclusifs, savoir comment ça se passe derrière, en coulisses, sur tout ça, assaut, préparation des vidéos, etc., vous pouvez devenir membre de la chaîne. Je vous mets le lien ici et vous le retrouvez dans la vidéo. Donc ça c'est cool aussi. Allez, trêve de bavardage, on va commencer cette épopée découverte du magnifique Canon X07. C'est parti. 僕の選んだハンディパソコンは手にしたその日から誰にでもすぐに使えます。カードソフトで面倒なプログラムはいりません。住所録ぐらいお手の物。その上光通信までやってのける。もうコンピューターは怖くない。
役に立つ僕のキャノン XO7。 Bon, écoutez, le premier truc qu'on va se faire, c'est qu'on va regarder la boîte, on va ouvrir le Canon X07 qui est dans sa boîte là. En fait, la chance que j'ai, c'est que j'ai plusieurs Canon X07 recueillis au fur et à mesure des années en plus ou moins bon état. Et un jour, j'ai récupéré celui-là qui est pristine, neuf. Enfin, je veux dire, il a pratiquement jamais été utilisé. Donc c'est une occasion inespérée de regarder la boîte et de sortir l'ordi comme si on venait de le recevoir, comme si on venait de l'acheter, qu'on sortait du magasin. Pour info, voilà, l'ordinateur conçu en 83, sorti fin 83, début 84, il coûtait en France un peu plus de 2000 francs. Au début de 84, donc voilà, on vient de dépenser 2000 francs, on sort du magasin. Sur le côté, il n'y a pas grand chose. En fait, il n'y a pas beaucoup d'infos sur la boîte elle-même. Handheld computer, donc ordinateur portatif X07. Là, il y a un numéro de série, Canon Inc. Made in Japan. Ok, et puis voilà, il n'y a pas plus d'infos que ça. La boîte slide, hop, comme ça. Et à l'intérieur, on a accès à plusieurs choses. Alors, sur le côté gauche, on a la doc, et là vous allez voir que il y a de quoi, parce qu'on a le manuel de référence basique, donc là où il y a toutes les instructions qui sont détaillées les unes après les autres. Et le basique est quand même super complet, on regardera ça tout à l'heure aussi. Il y a plein de petites surprises bien sympathiques. Là, on a le manuel utilisateur de l'ordinateur, voilà, qui vous explique pas à pas comment brancher les choses, comment démarrer, les petites astuces d'utilisation de l'ordinateur en lui-même. Hors basique, les différentes extensions, etc. C'est le premier truc à lire, c'est lui. Et puis, il y a même un Programming for Beginners. Donc là, c'est vraiment des cours de basique. C'est pour aller plus loin. Bon, il y a le document de référence du basique, mais là, c'est pour apprendre à programmer en basique. C'est pas la référence. Donc, il y a plein de chapitres, d'exercices pas à pas, avec des petits dessins, des petits programmes. C'est vraiment bien foutu. Aussi. Si j'avais le temps, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est, vous voyez, c'est prendre les bouquins un par un, les lire avec vous en filmant et en testant un peu tout ce qui a marqué dedans. Ça serait fun. Si jamais vous êtes assez fou pour me dire « Oui, Olivier, fais ça, ça va être génial », je le ferai peut-être un jour. On a le Basic Reference Card. C'est un peu comme le Basic Reference Manual, mais en plus petit. C'est un résumé de ça, en fait. C'est-à-dire que là, c'est le truc que, une fois que tu as tout lu, tu gardes à côté de toi et puis tu as le résumé de toutes les instructions. Donc, ça, c'est pratique aussi quand tu veux programmer, développer sur cette machine. Donc ça, c'est la partie dock à gauche. À droite, on a l'ordinateur lui-même dans un joli petit boîtier argenté. Vous voyez ? Donc il y a deux boutons pressoirs là enlevés. Hop. Et regardez-moi ça, c'est mignon. Alors, il est encore dans sa poche plastique. Je vais le sortir, que vous regardiez un peu ce design incroyable. Alors on va regarder plus en détail tout à l'heure. Voilà, c'était juste pour le sortir de sa boîte. Et puis dans cette pochette donc de transport, on va dire, vous avez des emplacements pour des cartes. Là en l'occurrence j'ai deux cartes. Il y a la XM101. Donc ça c'est une extension de 8 kilo-octets mémoire. Et la carte programme XP130F, ça c'est une carte qui contient des programmes déjà prêts, qu'on peut utiliser avec l'ordinateur. Et pour aller encore plus loin, voilà, ça rajoute des fonctions. Alors souvent, on avait le choix entre des cartes d'extension mémoire pure, c'est-à-dire de la RAM 4 kilo-octets ou 8 kilo-octets. Donc ça c'est une 8 kilo-octets, donc ça rajoute 8 kilo-octets à l'ordinateur. On verra où est-ce qu'on le met dans la machine. Et après, il y avait des cartes comme ça, ROM-RAM, c'est-à-dire qu'elles apportent en ROM des programmes déjà tout faits qu'on peut utiliser, des fonctions en plus, mais aussi en général 4 kilo-octets de RAM supplémentaires. Mais ces cartes elles-mêmes, on va regarder ça aussi en détail, comment les utiliser. Elles sont juste incroyables. Je veux dire, pour l'époque, là on est dans le délire de la miniaturisation japonaise. C'est vraiment incroyable. Et vous voyez le rond là, ça c'est une pile. C'est-à-dire que ces cartes-là, c'est comme une clé USB de 1983. C'est-à-dire que vous l'utilisez dans l'ordinateur, vous sauvegardez des programmes dessus comme sur un disque dur, comme sur une clé USB, vous allez voir. Et puis vous sortez la carte de l'ordinateur, vous l'amenez ailleurs, sur une autre machine, ou vous partez avec, vous revenez après, et tout est gardé en mémoire grâce à cette pile-là. Bon, ça c'est le futur, ça. C'est le futur. C'est le rétro-futur de 1983.
Et voilà, j'ai mis le Canon X07 sur le podium. Comme d'habitude, j'aime toujours voir tourner ces vieilles petites machines. Comme ça, on profite un peu de tous les angles tranquillement. Donc déjà je vous laisse profiter du design lui-même. Comme je disais, c'est un design très japonais, futuristique, années 80. Là on est conçu en 83 et au niveau design c'est juste moi ça me touche beaucoup, surtout quand je me rappelle des pubs de l'époque qui tapaient vraiment dans l'imagination du futur. Donc c'est un peu un ordinateur, alors je sais pas si le 07 est exprès pour faire penser à James Bond, mais c'est un peu ça. Ça fait penser à une machine high-tech gadget pour agent secret. Alors comment elle est constituée? Bon, on a un clavier type calculatrice. Les touches sont toutes petites. C'est pas des trucs où tu vas taper super vite, un traitement de texte, etc. Mais elles sont quand même agréables. Le clavier est plus grand, par exemple, que des machines comme le Casio PB700, qui était un peu son concurrent, ou que les Pocket Computers. Donc c'est à mi-chemin entre des ordinateurs avec un vrai clavier mécanique et des pocket computers avec des toutes petites touches. Donc personnellement, moi je trouve que c'est pas mal. Le clavier est assez complet. Alors là, c'est un clavier QWERTY. On a une touche CTRL, SHIFT, NUM pour accéder aux chiffres qui sont marqués en noir là entre les touches comme un pavé numérique. Graph pour accéder à des caractères graphiques qu'on voit pas trop là, mais avec les combinaisons de touches, on y a accès. La petite barre d'espace, la touche Return. Et ici, on a des touches Insert, Del, Home Clear. Donc Insert Del, c'est pour insérer des caractères et supprimer des caractères, c'est pour faire des corrections. Home Clear, c'est pour faire revenir le curseur en haut à gauche de l'écran ou carrément effacer l'écran. Et puis là, on a un bouton Off qui éteint la machine et un bouton On qui la rallume, ou Break qui permet d'interrompre par exemple un programme qui est en train de s'exécuter. Alors, ce qui est particulier, c'est que le off, on le verra tout à l'heure, mais il éteint la machine, mais pas vraiment. C'est-à-dire que tu perds pas les données. Si tu éteins la machine avec le bouton off, tu pars, tu reviens une heure après, tu appuies sur on, tout est resté en mémoire. En fait, l'ordinateur garde en mémoire tout le contenu de ce qu'on était en train de faire. Donc, ça, c'est top. Ici, on a une sorte de tout petit haut-parleur, là où il y a marqué Canon X07 Handheld Computer. C'est là où il y a justement le petit haut-parleur. On entend le son qui sort de cette partie-là. Là, on a des touches disposées comme ça en diamant un peu, enfin en carré, des touches fléchées avec une sorte de bouton au milieu. On va dire que ça sert de joystick, ça. Dans les jeux, c'est souvent utilisé, enfin les jeux. Il n'y a pas de jeux vraiment officiellement qui sont sortis, mais beaucoup de programmes, notamment dans les logiciels, de gens qui ont eu cette machine et qui ont programmé plein de jeux. Et donc, typiquement, sur les machines japonaises, il y avait souvent ça. On le retrouve notamment sur les MSX, cette espèce de pavé de flèches déporté du clavier qui sert un peu à tout, à l'édition, mais aussi à pouvoir jouer quand il y a des jeux. Ici, on a l'écran LCD, donc est de 20 caractères sur 4 lignes, ce qui est vraiment pas mal pour l'époque pour ce genre de machine. C'est comme le PB700, d'ailleurs le Casio PB700, et un peu moins que le Casio FP200, qui est une machine un peu plus évoluée, enfin non, qui est vraiment comparable, mais l'écran est un peu mieux, mais qui était beaucoup plus cher. Et cet écran donc de 20 caractères sur 4 lignes, ça nous fait du 120 pixels sur 32 pixels. 120 pixels de large sur 32 pixels de haut, de quoi jouer avec. Et la particularité du Canon X07, c'est qu'on peut accéder à chaque point. On peut vraiment dessiner avec des instructions pour tracer des traits, des points, des cercles. C'est vraiment une machine pour ça qui est vraiment formidable. On peut vraiment utiliser toutes ces fonctions à la volée sur l'écran et profiter de ses capacités graphiques pour faire des choses vraiment sympas. Niveau connecteur, derrière on a le Expansion Port, le port d'extension ici qui permet de brancher des extensions comme le X720 qui permet d'avoir une sortie vidéo qui transforme carrément l'ordinateur en un ordinateur avec des possibilités graphiques et couleurs. Ici on a une molette pour régler le son. Sur le côté ici on a le port série là, qui permet de brancher pas mal de choses, notamment les coupleurs optiques ou l'imprimante thermique. Donc c'est vraiment un port série classique. Et du côté droit, c'est encore plus peuplé. Donc là, on a l'interface cassette
une sorte de mini DIN 6 ou 7, donc pour brancher un magnétophone. L'adaptateur secteur. Donc l'ordinateur fonctionne à pile, mais si on veut, on peut mettre un adaptateur. Si voilà, on est à la maison, on n'est pas en mode travel, on peut utiliser ça pour économiser les piles. Là, c'est la molette de contraste de l'écran. Et ici, on a le port parallèle qui permet de brancher notamment des imprimantes. C'est là qu'on branche la table traçante 4 couleurs. On verra ça aussi tout à l'heure. Dessous, on a pas mal de choses ici. Alors ici, on a le numéro de série 231-925. C'est un Canon X07 qui s'alimente en 6 volts. Ici, on a une trappe où on peut ouvrir avec un petit tournevis. Et à ce moment-là, on rajoute ça, XR100 Additional Memory. Mémoire additionnelle. Alors, je vais vous montrer comment c'est foutu. Là, c'est une mémoire comme ça, Toshiba TC5565PL15. Mais en fait, ça c'est des puces RAM toutes connes. Enfin voilà, si vous trouvez ce type de RAM là sur le marché, vous pouvez très bien l'utiliser dans votre Canon X07. Ça, c'était la version officielle vendue à l'époque, dont son petit boîtier avec vraiment le packaging d'époque. Et ça rajoute 8 kilooctets supplémentaires dans le Canon X07. Alors il y a des versions spéciales japonaises qui étaient sorties au Japon directement avec cette puce intégrée. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 8 kilooctets de base, vous aviez déjà 16 kilooctets. Moi j'ai déjà mis la puce à l'intérieur, on l'ouvrira peut-être tout à l'heure pour vous montrer. Côté droit, on a la trappe pour les piles, 4 piles AA. Et important ici, donc vous avez un bouton off, puis on tire, puis on peut soulever la trappe comme ça, et à ce moment-là, vous pouvez rajouter votre carte de mémoire comme on a vu tout à l'heure. Vous voyez que les contacteurs sont ici. Là, je suis bien en mode open parce que je peux fermer le contacteur pour pas l'abîmer quand je le transporte. Donc on met la carte comme ça, on referme, hop, on lock. Et attention, il faut vraiment mettre sur on ici, sinon l'ordinateur ne démarrera pas. Donc là, ce que je viens de faire, on a un Canon X07 qui a 8 kilooctets de base, plus 8 kilooctets avec cette extension déjà insérée, plus 8 kilooctets avec cette carte mémoire de 8 kilooctets qu'on vient de rajouter. Donc on a un Canon X07 de 24 kilooctets. La folie sur Terre, le maximum qu'on pouvait avoir à l'époque. Sans extension autre particulière non fabriquée par Canon. Alors vous savez quoi, on va tenter le diable, on va essayer de démonter ce Canon X07. Alors ça c'est un autre exemplaire que j'ai qui est en moins bon état que celui que je vais vous montrer jusqu'à maintenant, donc c'est moins grave si je fais des conneries. J'ai sorti donc la plaque ici où on met les cartes d'extension, j'ai sorti le cache-pile, j'ai sorti la petite trappe tout à l'heure dont je vous parlais, c'est là qu'il y a la puce mémoire supplémentaire de 8 kilooctets qu'on peut insérer, donc le truc optionnel, donc ça c'est sorti. J'ai sorti les 3 vis ici. J'ai oublié de vous montrer, il y a un bouton reset en fait qui est vraiment au fond là avec une pointe, on peut appuyer dessus, ça reset le computer. Donc une fois qu'on a sorti ces 3 vis, on peut essayer d'éclipser la machine et hop, on a accès à ça. C'est quand même fou parce que c'est tout petit quoi. C'est miniaturisation du Canon X07. On va sortir cette feuille de papier qui protège l'ensemble de la carte. On le pivote sur le côté parce que il est relié avec un fil, sans doute, de la masse. Et on se retrouve donc avec 2 cartes. Alors ici, cette carte ici, là, ça c'est en gros c'est la carte vidéo. Je vais pas continuer à dévisser pour la retourner. On voit, par transparence, on voit la matrice du clavier qui est derrière. Bon, ici on a le réglage du contraste. L'écran est derrière ces 2 chips, les T6781A, c'est 2 identiques qui gèrent l'affichage. On va dire que c'est la mémoire vidéo. La RAM vidéo, voilà, c'est ces 2 puces-là, et je pense que, comme on avait vu sur le Laser 50, c'est peut-être un peu la même chose, elles gèrent chacun une moitié d'écran. Et là, on a la Toshiba T6834, ça c'est la puce graphique. Elle va soulager le microprocesseur qu'on va voir après. Elle gère l'affichage, les entrées-sorties avec clavier, etc. Voilà, elle décharge le CPU de pas mal de trucs. Donc en gros, toute cette carte-là, c'est la vidéo et le clavier.
Et cette carte-là, ça va être l'ordinateur en lui-même, on va regarder ça. Là, on aperçoit le petit haut-parleur. Si jamais on voulait faire une dérivation là pour se brancher des grosses enceintes hi-fi du son du Canon X07, c'est ici qu'on viendrait souder. Alors, pour la partie computer, la carte mère principale, on voit pas grand-chose. Alors, je vais sortir cette vis là. On va voir si on peut retourner sur les deux clips qui retiennent ensemble. Pas tout péter non plus. Et on va essayer de rester comme ça en sandwich, je sais pas si vous voyez bien. En fait, on a plusieurs cartes imbriquées les unes dans les autres. Alors, le plus important, c'est ici. On a une puce donc National Semiconductors NSC 800N, et ça c'est une puce compatible Z80 mais en version CMOS, donc qui consomme très peu d'énergie. C'est réglable je crois entre 3 volts et 6 volts. Donc c'est ce genre de puces qui sont utilisées sur des petites machines comme ça qui sont pas directement branchées sur le secteur. Donc ça c'est vraiment le CPU, un Z80 en fait, qui gère cet ordinateur. La puce est datée de la 15e semaine de 83, donc c'est bien un ordinateur qui a été conçu en 1983. Là, on a une puce HD 61L202F. D'après les schémas, ça a l'air d'être une puce qui gère les entrées-sorties. Je vois qu'il y a des pistes dessus qui viennent des imprimantes, du magnétophone, etc. Derrière, là-bas, je sais pas si vous voyez, mais vous avez le support pour la puce mémoire optionnelle, comme je vous ai montré tout à l'heure. Sur cette carte, après, on a 4 petites puces mémoire, comme ça, il y en a une qui est cachée dessous. HM6117 LFP4, ça c'est les RAM, la RAM de base, donc 8 kilooctets a priori. Ça c'est la puce ROM, alors TC5332P, si on regarde le schéma, c'est la ROM de 4 kilooctets qui contient le basique. Bon, mais sur le schéma, ils disent aussi que ça, là, la puce HN613128, c'est aussi une ROM de 16K qui contient aussi le basique en ROM. Donc, ces deux ROM-là, elles sont, je sais pas comment elles sont organisées exactement, mais bon, c'est là qu'il y a le basique et les codes nécessaires pour faire tourner le système d'exploitation. Voilà, et puis là, on voit que ça doit gérer aussi en partie l'entrée série qui se trouve là sur cette partie de carte. Bon, on a eu le courage d'ouvrir. Voilà, ça le mérite. On a vu un peu ce qu'il y avait dedans. Il y a plusieurs cartes empilées les unes sur les autres. C'est rigolo. On va pouvoir refermer et tester, tenter d'allumer la machine. Allez, il est temps d'essayer d'allumer la machine. On va retourner la bête. On ouvre le compartiment des piles. On se prend 4 piles AA. J'espère qu'elle marche. On referme ici. On vérifie bien que là, on est bien sur on. Sinon, l'ordinateur ne pourra pas s'allumer. Et attention, je vais appuyer sur la touche on ici et voir ce qui se passe. Waouh! Alors, avec la molette de réglage, je peux régler le contraste. Alors, sur la vidéo, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, ça marche. J'ai copyright 1983 by Microsoft, Canon, 19 000 bytes free. Mais vous voyez, ça dépend beaucoup de l'angle d'inclinaison de l'écran. Donc, il va falloir que je prévoie le bon angle pour filmer de la bonne façon. Alors en préparant cette vidéo, et puis aussi le concours Game Jam des Retro Programmers United for Obscure System, qui est donc consacré en ce moment au Canon X07, j'étais tombé sur le blog de Stéphane Sibu, ou Stéphane Sibu, je sais pas comment ça se prononce, qui a fait plusieurs articles sur le Canon X07 et qui raconte un peu ses aventures avec cette machine et ses essais modernes pour essayer d'en faire quelque chose. Alors après une présentation rapide, il se met en tête de construire un câble série pour communiquer entre son PC et le Canon X07, ce qu'on verra sans doute plus tard dans la vidéo. Il a recréé des prises en 3D, etc. Je vous mets le lien évidemment de son blog, le blog de Stéphane, dans la description de la vidéo. Et tant qu'il y était, il s'est dit « je vais développer un studio de développement pour X07. X07 Studio ». Carrément. Donc c'est un environnement
simple pour programmer en basique sur le Canon X07, mais avec des codes couleurs, avec des colorisations syntaxiques, des labels, etc. Donc vraiment un super environnement pour développer aujourd'hui sur le Canon X07. Et tout ça, après, il envoie son programme directement du studio vers le Canon X07 via un câble série. Le studio, dedans, il y a carrément un petit utilitaire pour redéfinir ses propres caractères, pour faciliter cette fonction qui est dispo dans le Canon X07. Et puis, il y a même une partie dédiée à du code assembleur qu'on peut intégrer directement dans les programmes. Enfin, vraiment un super boulot de Stéphane. Donc, je vous conseille, si tout ça vous intéresse, c'est d'aller faire un tour, de voir ce qu'il a fait et d'utiliser le logiciel. X07 Studio, dispo sur GitHub. Il y a des versions déjà compilées pour Windows x86, x64. Et là, on arrive à là où je voulais en venir tout de suite, c'est que grâce à son pote Guillaume, son collègue, il a développé un petit support pour pencher le Canon X07. Parce que comme on vient de le voir, le problème c'est que l'écran, voilà, si on pose l'ordinateur à plat, on voit pas grand chose. Donc le meilleur angle, c'est un peu penché face à soi pour voir bien l'écran. J'étais rentré en contact avec Stéphane pour qu'il rende dispo le fichier STL qu'on voit ici, mais qui à l'origine n'y était pas. Suite à notre discussion, il l'a mis, et du coup on peut récupérer le travail de Guillaume, son collègue, et essayer d'imprimer ça pour travailler dans de meilleures conditions. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je récupère le fichier STL, je télécharge, on va chez notre partenaire PCBWay, section 3D Printing, hop, on prend le fichier STL, on le glisse sur la fenêtre. Alors on peut voir en 3D à quoi ça ressemble. Et Guillaume en fait a fait tout un support tout en un. En fait, il y a juste à imprimer ça. Et normalement, une fois qu'on l'a imprimé, les morceaux sont clipsés tout seuls et bougent tout seuls pour faire un véritable stand de support du Canon X07. Donc ça c'est génial. Quantité 1, je vais plutôt le prendre en black paint, SLA. On peut choisir des options de peinture aussi. Bon, ça pour l'instant je vais laisser comme ça. On doit choisir la description du produit. On va faire Others, Plastic Case. Voilà, $16 pour l'instant, Submit Request. Voilà, ma commande est placée. Une fois que ce sera validé, je pourrai choisir les frais de port et je devrais recevoir le support assez rapidement. Ouh, chébé. On l'a reçu assez vite. On va regarder ce que ça donne en croisant les doigts. J'espère que le design de Guillaume marche bien. Merci Stéphane, merci Guillaume au fait pour votre aide sur ce projet. C'est ça. Alors Stéphane et Guillaume m'ont dit non ça s'imprime et ça marche tout seul. Il faut que je regarde un peu de plus près quand même. Bon, le support a pas donné exactement ce que je voulais, mais je pense qu'il va quand même faire l'affaire le temps de la vidéo. En fait, le support est parfait. C'est pas ça le problème, c'est que comme ça a été imprimé d'une manière, on va dire, très professionnelle, les écarts qui étaient censés avoir avec une imprimante maison moins bonne qualité, c'est pas les mêmes sur l'impression professionnelle. Donc les différentes pièces étaient connectées entre elles et il a fallu que je bricole un peu pour que ça tienne parce que le support se faisait un peu défoncer. Mais bon, ça va très bien marcher pour la vidéo. Du coup, on peut allumer le X07 enfin. Et là, vous voyez que l'angle est parfait. Du coup, par rapport à la caméra, vous voyez normalement bien l'écran. Alors, il nous affiche Copyright 1983, Microsoft et Canon. Donc, c'est bien un basique Microsoft qui est intégré. 22 121 bytes free, octets free. C'est presque 24 kilooctets. Alors, on va voir pourquoi il n'y a pas 24 kilooctets exactement tout à l'heure. Je vous laisse la surprise. Bref, vous voyez que je peux taper sur le clavier
ça m'affiche des majuscules. Je peux revenir avec les flèches au début, appuyer sur Delete ici pour supprimer des caractères. Je peux appuyer sur la touche Home pour mettre le curseur en haut à gauche. Je peux appuyer sur Shift Home, ça va faire Clear Screen, un CLS en fait. Voilà. Ici j'ai la molette pour régler le contraste. Normalement ça devrait être bien à l'écran comme ça. Si j'appuie sur la touche D par exemple, Shift D, vous voyez que ça affiche des minuscules. Donc les minuscules sont accessibles aussi. Et puis après, on a des modes différents de clavier. Si j'appuie sur la touche Num, à ce moment-là, les chiffres qui sont en rouge ici correspondent au pavé numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Et le 0 ici. Vous voyez une sorte de pavé numérique accessible là en mode Num. Bon, pourquoi pas, pour ceux qui ont l'habitude de rentrer des chiffres sur un pavé numérique. Si je appuie sur Num, normalement, je repasse en mode texte normal. Si j'appuie sur Graph, vous voyez que là, en fait, j'ai rajouté une feuille. Parce que normalement, il n'y a que les indications du pavé numérique. Avec cette feuille, j'ai des indications claires sur les caractères que je peux imprimer par ailleurs à l'écran. Des accents, pi, des lettres accentuées de différentes langues, même des caractères graphiques, comme ici pour jouer aux cartes. Les caractères sont redéfinissables. Vous voyez ici, c'est la table des caractères, elle est assez riche, et les 32 caractères ici, puis les 32 caractères là, il me semble, sont redéfinissables. Donc on a 64 caractères qu'on peut redéfinir pour des graphismes, pour les jeux, etc. On testera ça tout à l'heure. Et vous voyez que dans la table de caractères, c'est très très riche, il y a beaucoup de choses, majuscules, minuscules, et il y a même les caractères japonais ici qui sont accessibles. Par exemple, si je veux imprimer celui-là, là, je fais un print CHR $211 qui était le code ASCII de ce caractère japonais. Voilà, il s'affiche là. Alors un des avantages du X07, c'est qu'il peut garder en mémoire la date et l'heure. Donc ça, c'est super pratique, qu'on peut utiliser après dans les programmes. Donc si je fais print date $, on voit que ça, c'est la date en 1901, donc ça va pas, donc je vais le redéfinir. Date égale 2026 02 16, qui est la date du tournage. Et donc si je fais print date $, voilà, il est vraiment compatible en 2000 puisqu'on est bien le 16 février 2026 et on est bien lundi. Donc il a calculé tout seul qu'on était lundi. Ça c'est fort. Et puis on a print time $, ça c'est pour l'heure. Bon, ben là puisque je vais remis de pile, il a redémarré à 000. Pareil, on peut définir l'heure exacte. On fait time égale. Et là, il est 16h pile. Print time. Il est 16h et 5 secondes. Donc si je fais off, voilà, j'éteins l'ordi, je le rallume. Et que je fais print time, il est bien 16h et 23 secondes. Il a gardé en mémoire l'heure et la date grâce à la pile interne. Et ça, c'est super pratique parce qu'on va s'en servir après pour différentes fonctions. Les autres touches utiles, c'est les touches bleues, là, les touches fonctions. Si on appuie sur F1, vous voyez que la touche F1, elle est configurée pour afficher tout de suite l'instruction times pour voir l'heure, en fait. La touche F2, c'est pour charger un programme. Je vais effacer l'écran. La touche F3, c'est une instruction pour afficher quelque chose à l'écran. On l'utilise souvent, donc c'est bien qu'elle soit là. F4, c'est liste. Normalement, il n'y a aucun programme rentré dans l'ordinateur, donc c'est normal que ça donne rien. Et F5, c'est pour lancer le programme. Mais là, c'est pareil, il n'y a pas de programme pour l'instant, donc il ne se passe rien. Et si j'appuie sur Shift, j'ai accès encore à 5 autres touches de fonction. Shift F1, ça me donne accès à la touche F7, qui, elle, au lieu de donner l'heure, donne la date. Alors pourquoi F7? Parce que là, vous voyez qu'il n'y a que F5. C'est en fait ce bouton ici, qui a priori ne sert à rien, ça c'est considéré pour l'ordinateur comme la touche F6. Actuellement, elle ne fait rien, mais je peux très bien redéfinir sa fonction
pour que quand j'appuie, il se passe quelque chose. Donc vous avez compris que ça, c'est les flèches, ça me permet de balader sur l'écran, mais ça me permet aussi dans les jeux en général ou dans les applications, ça me permet de se déplacer sur l'écran ou de faire bouger des objets dans les programmes. Et ça, cette touche sert souvent aussi comme bouton, on va dire feu. Mais c'est aussi une touche de fonction. Donc en fait, on a F1, F2, F3, F4, F5, F6. Shift F1, on a accès à F7. Shift F2, au lieu de load, j'ai save, qui me permet de sauvegarder mon programme. Shift F3, j'ai print. Shift F4, j'ai sleep, qui permet de mettre en veille l'ordinateur. Et Shift F5, j'ai continué, qui permet de continuer mon programme quand on l'a arrêté avec un break, par exemple. Et Shift F6, qui serait donc du F12, ne fait rien parce qu'il n'est pas défini. Pour que ça soit pratique, on peut aussi, avec l'instruction console, décider d'afficher ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire d'afficher les fonctions des touches de fonction en bas de l'écran. Si je fais comme ça, je fais effacer l'écran, et vous voyez qu'en bas, il y a une abréviation en 3 lettres qui correspond à time, cloud, locate, list, run, et si j'appuie sur shift, date, save, print, sleep, continue. Vous voyez? Donc c'est comme sur certains ordinateurs assez évolués, on peut afficher la fonction des touches de fonction. Mais bon, si je fais défiler là, vous voyez qu'avec l'instruction console, en fait, on a réduit l'affichage à seulement 3 lignes sur les 4 qui étaient dispo, parce qu'une ligne, du coup, est réservée à l'affichage de ces fonctions, ce qui est un peu bête. C'est nul. Donc on va l'enlever, on va faire console. L'écran commence à ligne 0, dure 4 lignes, et je veux pas qu'il y ait affiché les fonctions des touches de fonction. Voilà, on revient sur le fonctionnement normal du Canon X07. Si je veux définir cette touche de fonction, donc on a vu que c'était l'équivalent de F6. Il me suffit de faire key $ entre parenthèses 6 égale, ouvrez les guillemets. Donc là, je suis en train de redéfinir la fonction cachée derrière la touche de fonction 6, celle-là. Alors au début, on doit définir 3 lettres en minuscules, c'est les lettres qu'on a vu qui s'affichaient en bas si jamais on active cet affichage-là. Alors pour la touche fonction F6, ça sert un peu à rien parce que de toute façon, on la voit jamais même quand on active les afficheurs, mais il faut quand même mettre quelque chose. Puis tout de suite après, on donne l'instruction qu'on veut que cette touche exécute. Donc là, je vais faire l'instruction bip, c'est une instruction qui est simple, qui demande la fréquence et la durée pour produire un son. Fermer les guillemets, mais ça va pas suffire parce que si j'appuie sur la touche F6 comme ça, il va afficher bip 5,5, c'est tout, et il faudra que j'appuie sur return pour que ça s'exécute, mais moi je veux que ça s'exécute automatiquement. Donc là on fait plus CHR $ entre parenthèses 13, qui est le code, un caractère du line feed, c'est-à-dire de quand on appuie sur la touche return. Donc automatiquement quand on va appuyer sur cette touche une fois qu'on aura défini ça, ça va non seulement afficher bip 5,5, mais ça va aussi simuler l'appui de la touche return, c'est-à-dire que ça va exécuter la commande tout de suite. Donc là il se passe rien, mais si j'appuie sur cette touche, donc F6, voilà, il a exécuté automatiquement le bip 5,5 qui fait que ça fait du bruit. L'occasion de dire que le Canon X07 bien sûr est programmable en BASIC, que le BASIC est super complet. Je vous ai montré un peu les docs au début, mais vous avez voilà, plein d'instructions disponibles ici, en veux-tu, en voilà, des fonctions dans tous les sens. Ça c'est super complet. Et avec le Canon X07 et son BASIC, on peut faire du graphisme, on peut manipuler les chaînes de caractères, on peut faire de la communication sur plusieurs ports de communication entre plusieurs modules, on peut faire donc du son, on peut afficher n'importe où sur l'écran, on peut lire les valeurs de l'écran, enfin on peut exécuter aussi des parties en langage machine directement dans le code BASIC. Bref, c'est vraiment super complet du niveau d'une machine plus évoluée. Alors pour illustrer ça, on va taper un petit programme basique pour voir un peu les possibilités. Donc 10 CLS, donc ça va effacer l'écran. 20 for i égale 1 to 20, donc là on fait une boucle. 30 go sub, go sub comme on disait quand on était petit. 300, donc ça va être une sous-routine que je vais passer à la ligne 300, vous allez voir après à quoi ça me servira, je peux vous le dire tout de suite, ça va tirer au sort des coordonnées X et Y, mais comme j'en ai besoin plusieurs fois dans le programme, je préfère le mettre dans une sous-routine. Line,
moins x, y. Donc ça va tirer un trait à l'écran. Alors normalement on met deux paires de coordonnées, mais là comme je mets que la deuxième, ça veut dire à partir du dernier point qu'on a dessiné, tu vas tracer un trait qui part de ce point jusqu'au nouveau point qu'on vient de tirer au hasard. 50, on va en profiter là où le trait se termine pour faire un cercle. Et oui, ça c'est magique, le Canon X07, même avec son petit écran, il y a des instructions pour tracer des cercles. Aux coordonnées qu'on a tirées au hasard, et puis le rayon du cercle, on va le tirer au hasard également, en faisant RND 1. Le rayon va se trouver entre un chiffre de 1 à 25, sachant, pour rappel, que l'écran il fait 120 pixels de large sur 32 de hauteur. 60 next i, donc ça c'était la boucle qu'on avait définie et qui va faire cette partie-là 20 fois. 70 locate, alors ça c'est l'autre instruction qu'on a vu, qu'on a appuyé sur la touche de fonction, et ça prend des coordonnées texte, de caractères, donc là ça va être quatrième caractère, troisième ligne, parce que la ligne 0 c'est la première ligne, donc là ça met le curseur, place le curseur à cet endroit, et puis on peut afficher Hello Olipix sur l'écran. Donc ça permet d'afficher du texte ou des caractères où on veut sur l'écran. Pour finir, on va refaire une petite boucle for i égale 1 to 50, 90, et là on va faire un bip. Donc en plus du graphisme, des caractères, on va aussi rajouter du son pour démontrer un peu tout ce que c'est faire le petit Canon. Donc là au niveau fréquence, on va être entre 0 et 50, et niveau durée, on fait 0,2. 100 next i. Alors là, pour une histoire de clarté, je mets une instruction par ligne, mais bien sûr, on peut mettre plusieurs instructions par ligne sur le Canon X07. Une instruction end pour que ça aille pas plus loin, parce qu'en 300, vous vous rappelez, il y a notre sous-routine. Donc notre sous-routine, elle tire des chiffres au hasard, des coordonnées au hasard. Donc pour les colonnes, ça va être entre 0 et 119, puisqu'il y a 120 pixels disponibles en largeur. Pour les lignes, on fait la même chose, mais seulement sur 32 lignes disponibles de 0 à 31. 320 return, et on a fini le programme. Alors on peut faire un list pour voir l'ensemble du programme. Alors vous voyez que ça passait assez vite, c'est compliqué de faire pause, donc on peut faire refaire liste, et si je fais CTRL S quand je veux, voilà, je peux faire une pause. Ce qui est pratique. Ou alors, on peut faire un list at, et à ce moment-là, il liste le programme, mais ligne par ligne. Donc à chaque fois, il faut appuyer sur une touche pour passer à la ligne suivante, ce qui est bien pratique. Et quand on se dit, ah ben c'est celle-là que je veux modifier ou je veux m'arrêter là, j'appuie sur la touche rouge, break, et l'ordinateur me redonne la main. Alors vous êtes prêts, on va lancer le programme tout simplement. 1, 2, 3. Waouh! Incroyable. Donc vous voyez, il a affiché 20 traits, avec chaque fois au bout du trait 20 cercles de rayons tirés au hasard aussi. Puis il a affiché Olipix, Hello Olipix au milieu de l'écran. Puis il a fait une boucle de 50 notes tirées au hasard. Alors maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est sauvegarder notre programme. Sauvegarder notre programme, vous avez vu que à l'arrière de l'ordinateur, on peut rajouter des cartes comme ça. On avait rajouté une carte XM101, c'est-à-dire une carte de 8 kilooctets de mémoire. Donc ça étend la mémoire de l'ordinateur. Il y a aussi la XM100 qui est de seulement 4 kilooctets. Mais nous, au début, on a rajouté une de 8 kilooctets. C'est pour ça qu'on n'est pas loin des 24 kilooctets au total. Pourquoi il n'y a pas 24 kilooctets? Parce que pour utiliser cette carte munie d'une pile, je vous rappelle, dessous il y a une pile là, pour utiliser cette carte comme
disque dur, on va dire, ou comme clé USB, il faut définir sa taille. Et la taille qu'on définit pour la carte, eh bien, c'est autant de mémoire qui est enlevé à la mémoire disponible pour programmer directement. Et ça, on le fait avec l'instruction F7. Si je fais F7 4096, donc 4 kilooctets, voilà, et maintenant je fais un dir, oui, comme dans le DOS, vous voyez que j'ai une mémoire RAM, enfin pour lui il appelle ça RAM, mais c'est comme un espace mémoire où je peux sauvegarder mes programmes, de 4096 octets. Bon, et ça c'est combien il y en a qui sont disponibles, 4083, parce qu'il a besoin un peu d'octets pour gérer ça. Donc si mon programme, je fais save Olipix, tout simplement, je fais dir, et vous voyez que du coup j'ai un peu moins de mémoire disponible, 3867, mais il y a bien un programme olipix.p qui est sauvegardé dans la mémoire. Incroyable. Et si je fais new, j'efface le programme qu'il y a actuellement dans la mémoire écran, c'est-à-dire le programme que je viens de taper et que je viens de sauvegarder. Si je fais new et que je fais list, effectivement, il n'est plus dans la mémoire de travail. Par contre, si je fais dir, il est bien ici, hein. Et si je refais load Olipix, il a bien rechargé, parce que si je fais list, il est bien là. Maintenant, il y a encore un truc plus dingue, c'est la fonction alarme. La fonction alarme, elle permet de réveiller l'ordinateur à l'heure qu'on veut. Alors, elle a une syntaxe un peu compliquée. Vous voyez qu'on peut choisir quelle année, quel mois, quel jour donc de l'année on veut qu'elle sonne. Ou Day of the Week, ça prend une forme un peu plus complexe avec un octet où on active des 1 et des 0 suivant le jour de la semaine qu'on veut. Et ça nous donne un chiffre. Donc on peut régler l'alarme à plusieurs jours de la semaine, et puis bien sûr après les heures et les minutes. C'est quand même super complet. Alors justement, nous ce qu'on va faire, c'est on va définir la chaîne de caractères alarme pour définir une alarme. Les premiers paramètres dont on a parlé, nous on s'en fout un peu, les jours, l'année, etc. Donc on va faire 4 barres obliques, et on va aller directement aux paramètres pour l'heure. Il est actuellement 16h32, on va faire alarme à 16h34 s'il vous plaît. Voilà, je fais entrée. Et à ce moment-là, il faut maintenant que je active le fait que l'ordinateur prenne en compte l'alarme. Je vais faire console at 1, donc ça active le mode alarme. Puis l'instruction off pour éteindre l'ordinateur, et normalement il devrait se réveiller à 16h34. Incroyable. Et du coup, on peut arrêter l'alarme avec CTRL S. Voilà, l'ordinateur s'est réveillé tout seul à l'heure qu'on lui a définie pour l'alarme. Mais encore plus dingue, il y a encore une autre chaîne de caractères pour une fonction cachée qui est start $. Alors, start $, c'est une sorte d'auto-exec, .bat, c'est pour ceux qui ont connu cette période du DOS. C'est-à-dire que c'est une chaîne de caractères qui va s'exécuter quand on va allumer la machine. Par exemple, si je veux que l'ordinateur bip longtemps, on va faire 5,10 plus CHR $13 qui, vous vous rappelez, est le code de la touche return. Donc voilà, j'aimerais qu'il fasse ça au démarrage. Pour qu'il fasse ça au démarrage, il faut que j'active un mode d'extinction de l'ordinateur qui prend en compte la chaîne de caractères start. Donc je fais off 1, ça veut dire, ok, à partir de maintenant, quand j'éteins l'ordinateur, quand tu redémarreras, tu lanceras l'instruction start $. Donc là, il vient de s'éteindre, j'appuie sur on. Voilà, il a exécuté automatiquement cette instruction. Imaginons que l'instruction, je veuille que ça fasse quelque chose d'un peu plus compliqué. Je fais start égale. Et là, je vais charger le programme qu'on a tapé tout à l'heure et que j'ai sauvegardé. Donc, l'astuce ici, c'est de faire plus CHR $ entre parenthèses 34,
Et ça, c'est le code du guillemet. Parce qu'effectivement, comme toute la chaîne caractère est entre guillemets, je ne peux pas rajouter des guillemets en plus. Donc je les rajoute par CHR$34. Donc là, je lui demande de charger le programme qui s'appelle Olipix sur la carte mémoire. Donc fermez les guillemets. Appuyez sur la touche Return pour que effectivement il charge le programme, puis tape Run, puis CHR$13 qui est la touche Return. Donc vous voyez que l'instruction Start elle devient compliquée. Là non seulement je charge le programme, j'appuie sur Return et après je tape sur Run et j'appuie sur Return. Donc ça on a renseigné la chaîne de caractères Start, une sorte d'auto-exec. Mais pour mélanger avec ce qu'on a dit tout à l'heure, soyons fous, je veux que ça fasse ça au démarrage de l'alarme. C'est-à-dire je spécifie une alarme. Donc là, pareil, je vais faire les 4 slash parce que les jours on s'en fout, juste par rapport à l'heure. Il est 16h39, je vais faire 16h41. Ouais, j'éteins la machine, on s'est déjà mis en mode off 1. Et normalement, à 16h41, l'alarme devrait rallumer la machine. Et comme je suis en mode off 1, il devrait aussi lancer le start $, qui chargera le programme sur la carte mémoire et qui l'exécutera. Un truc de dingue. Alors là, vous voyez, ça a marché. Et en même temps, il y avait l'alarme qu'on va arrêter avec CTRL S. Et en même temps, il y avait le son du programme mélangé, ce qui faisait un truc vraiment bizarre. Mais vous voyez les possibilités un peu folles quand même que ça représente pour une si petite machine. Ça veut dire que cette machine-là, connectée par exemple à l'imprimante, connectée au coupleur acoustique, il pourrait se réveiller à certains moments de la journée pour exécuter des programmes spécifiques stockés sur la carte mémoire et communiquer avec d'autres objets, d'autres devices ou imprimer quelque chose par exemple. Donc les possibilités avec ces petites fonctions cachées du Canon X07 sont déjà assez folles. Ok, maintenant il est temps de jouer un petit peu. On va essayer de charger un jeu sur le Canon X07. Alors autant vous dire que officiellement il n'y a pas eu beaucoup de jeux sur le Canon X07, en tout cas publiés dans le commerce. Très peu, il y a eu 1 ou 2 cassettes de compilation de jeux tout pourris. La source principale, en tout cas en France, c'est Hebdogiciel en fait. Hebdogiciel chaque semaine qui proposait des jeux pour Canon X07. Donc waouh, c'est là où la plupart des propriétaires de Canon X07 en France se sont exprimés et en tout cas ont trouvé leur plaisir d'acheter Hebdogiciel, de taper les jeux incroyables qu'il y avait dessus pour y jouer et puis programmer les jeux pour ceux qui ont envoyé leurs jeux à Hebdogiciel et qui ont été publiés. Donc en France, le Canon X07 a eu pas mal de jeux publiés dans Hebdogiciel et c'est ce qu'on va essayer de charger 1 ou 2 jeux pour voir ce que ça donne. Alors j'ai branché le câble magnétophone du X07 sur un portable, mon ancien portable qui a encore la prise jack à l'intérieur. J'ai téléchargé le point Wave sur mon Google Drive que je récupère sur le téléphone et puis je vais m'en servir comme magnétophone. Donc sur l'ordinateur, on va faire Cloud, cassette load, on appuie sur Return. Ici, sur le téléphone, je vais appuyer sur Play. Voilà, il a trouvé Dr. Jones et on va le charger. Dr. Jones, publié dans l'Hebdogiciel numéro 83. Donc je vous montre un peu le listing, la page, voilà, qui rappelle la bonne époque Hebdogiciel avec le listing à taper soi-même. C'est un jeu de Stéphane Baudet. Et puis avec les petits dessins de Carali qui vont avec, génial. Alors on attend quelques minutes et puis quand le jeu est chargé, on essaie de lancer ça. Génial, le jeu est chargé, on fait un list pour voir s'il y a bien un programme dedans. Indiana Jones, copyright Baudet Stéphane, ben voilà, c'est super ça. Allez, on arrête le listing, on fait run et on profite.
Waouh! Regardez-moi ces petits graphismes tout mignons. Alors voilà, la résolution est limitée, il n'y a que 4 lignes sur 20 caractères, 120 pixels sur 32, mais on arrive à faire des trucs. Là, c'est juste un exemple, mais il y a plein de jeux avec plein d'inventivité vraiment cool pour l'époque. Donc là, un remake de Indiana Jones, hein, inspiré du film qui faisait fureur évidemment à l'époque. Alors là, il faut sauter en évitant... Ouais, super. Je vous ai super bien monté là. Il faut avancer en évitant donc les serpents. En sautant par-dessus les trous. Voilà, je finis le premier tableau. J'arrive au deuxième, la liane. Waouh. C'est mignon, non? Yes. Après, je sais pas... Ouais. Je sais pas comment descendre de la liane. Bon, c'était pour vous montrer déjà ce style de jeu. On peut essayer un autre jeu pour voir ce que ça donne. Alors je viens de charger le jeu Château Maudit, toujours pour Canon X07 bien sûr, qui a été édité dans aide logiciel numéro 104 et 105. Souvent les longs programmes ambitieux étaient sur plusieurs numéros. Et le programme est en 2 parties, donc là c'est la première partie, on va dire que ça va être l'intro je suppose. Je lance. Waouh. Ah, quel aventurier vous faites! À peine arrivé au château maudit, vous vous enfuyez. Effrayé par un fantôme tout droit sorti de des ténèbres. Mais trêve de plaisanterie, vous devez retrouver la couronne sacrée qui donne tout pouvoir à celui qui la porte. Ah, ça plairait aux politiques. Et ainsi que le livre des sorts et le diamant étincelant. Pour cela, vous pourrez vous diriger grâce aux flèches et faire les actions suivantes en tapant l'initiale. Prendre, ouvrir, sauter, boire, asseoir, inventaire. Et vous levez par la barre d'espace ou dans le pire des cas, vous suicidez par la touche Q. Oh, il a osé toucher à mon... What the fuck? Q. Vous pourrez aussi prendre en main les objets suivants si vous les possédez, en indiquant le numéro. Torche 1, crucifix 2, pied de biche 3, clé en fer, clé en or, fiole 6. Voilà, j'espère que vous avez tout noté, car ça va commencer dans quelques minutes. Waouh! Alors je charge la deuxième partie, et pendant ce temps, j'imagine que vous avez quand même compris que ça a l'air très très inspiré par l'Aigle d'Or sur Auric. C'est exactement la même type d'intro, avec les mêmes contrôles, les mêmes objets à utiliser, etc. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. Voulez-vous entrer au château ou acheter des objets? Bon, j'ai cru comprendre qu'il fallait acheter des objets. Il vous reste 100 pièces d'or, j'imagine. Pied de biche, ça c'est toujours important. P. Il vous reste 50, restez. Qu'est-ce que je peux acheter? Une torche. Bah oui, allez, torche. Il vous reste 10 pièces d'or, je sors. Waouh. C'est l'aigle d'or. C'est l'aigle d'or, c'est incroyable. Ok, j'imagine qu'on se promène. Comme dans l'aigle d'or, de pièce en pièce. Et si on ouvre la porte? Yes, j'ai ouvert la porte. Ah, il y a une fiole là. Prendre? Pourquoi?
Est-ce qu'il faut faire comme dans l'aigle d'or? Est-ce qu'il faut s'asseoir et prendre? Yes! Vous ramassez un objet. Ok. Debout. Waouh, il fait noir. La torche, c'est quoi? C'était la touche 1? Je tiens une torche dans la main. Yes. Impossible. Il s'assoit dans quel sens là? Pourquoi il va pas? Assis. Prendre. Ça doit être une armure, ça, non? Et ça? Est-ce que c'est un trou? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que je vais tomber dedans? Assis. Prends. Impossible. Bon, vous avez vu en gros. Là, incroyable quand même. Un petit programme en 2 parties, assez ambitieux, graphique, du texte, une sorte de l'aigle d'or. Enfin, franchement, je pensais pas qu'il y avait des jeux comme ça sur Canon X07. Bon, il y a une centaine de jeux disponibles pour Hebdogiciel, enfin via Hebdogiciel pour le Canon X07. J'ai pas encore tout testé, mais il y a des excellentes surprises comme ça.